Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo livresque, on va parler prostitution, ambition, argent, dans un roman noir qui a été mon coup de cœur de ce début d'année 2022, alors restez avec moi. Salut à tous, c'est Frenzo et vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Aujourd'hui, et comme je le disais en introduction de cette vidéo, je vais vous parler d'un roman en auto-édition que vous retrouverez donc chez BOD et qui s'intitule Les Morts Insignifiants de Gaëtan Ballester. Donc c'est parti. Les Morts Insignifiants de Gaëtan Ballester, c'est donc un roman que vous retrouverez en auto-édition chez BOD, comme je le disais. Et vous pourrez retrouver son auteur Gaëtan du coup sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, sur lequel il est vraiment très actif. Comme d'habitude, en barre d'infos de cette vidéo, je vous mettrai tous les liens pour retrouver l'auteur, pour vous procurer son ouvrage si celui-ci vous donne envie. Mais avant de vous parler du contenu du livre, de l'histoire en elle-même, je vais m'arrêter quelques instants sur le package, c'est-à-dire la couverture et la mise en page intérieure de ce roman auto-édité qui vaut vraiment le coup. Prenons quelques secondes pour observer quand même l'intérieur de ce magnifique roman. Comme vous pouvez le voir à l'écran, du coup, l'auteur il dessine et il a fait des croquis merveilleux qui illustrent chacun des chapitres de son roman. La mise en page, elle est juste magnifique. On a vraiment un travail fabuleux qui a été fait par rapport à la maquette intérieure de ce roman. C'est vraiment juste magnifique. Et sachez aussi qu'à la fin de ce roman, vous retrouverez une des nouvelles écrites par Gaëtan Ballester, Les Clones. Il en fait cadeau à ses lecteurs dans ce roman. Donc voilà, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Mais comme vous pouvez le voir, le roman est juste magnifique. J'en montre pas trop pour vous laisser un petit peu la surprise, mais comme vous pouvez le voir, c'est un roman qui est magnifique visuellement, qui a vraiment été travaillé de A à Z, et ça fait partie de ces petits bijoux de l'auto-édition, un petit peu comme l'histoire naturelle d'Augustin Lelièvre dont j'avais parlé il y a quelques mois de ça déjà. Pour moi, c'est du même acabit, et je trouve que le travail derrière qui a été effectué est juste sensationnel. Et comme je le disais tout à l'heure en début de cette vidéo, n'hésitez surtout pas à aller contacter l'auteur Gaëtan Ballester sur les réseaux sociaux, notamment Instagram. Il se fera vraiment une joie de vous répondre et d'échanger avec vous sur tout ce qui est écriture, sur ses romans, etc. Donc foncez. Maintenant, on va parler un petit peu du roman en lui-même. Je vais vous donner un petit résumé juste pour vous donner envie de le lire sans divulgacher. Ce roman nous introduit au personnage de Cédric. Cédric qui est un jeune homme qui a quitté sa petite campagne entre guillemets pour aller s'installer à Paris, dans lequel il espère évoluer, progresser, trouver un bon travail et avoir cette vie ambitieuse qu'il rêve d'avoir depuis qu'il est tout petit. On comprend très vite dès les premières pages que Cédric, s'il s'est installé à Paris, c'est qu'il espère vraiment faire une belle carrière, être remarqué, il veut être quelqu'un d'important et c'est pour ça qu'il a tout quitté du jour au lendemain. Sauf que entre les rêves et la réalité, il n'y a qu'un pas, et Cédric, en fait, va vivre beaucoup de galères à Paris. Ça ne va pas du tout se passer comme il se l'était imaginé. Il va enchaîner les petits boulots mal payés, souvent des boulots au black, etc. Et finalement, il va se retrouver à habiter dans un tout petit appartement parisien lugubre, où il va être en compagnie des rats. Bref, pas du tout la vie qu'il imaginait. Et la force de l'auteur par rapport à ça, c'est de nous montrer un petit peu les conditions humaines quand on est jeune, célibataire, qu'on essaie de s'en sortir dans la vie, qu'on n'a pas forcément d'aide de l'État, etc. C'est difficile de trouver un logement, c'est difficile de trouver un travail, souvent on enchaîne les CDD, etc. On se fait même virer pour rien, c'est ce qui arrive à Cédric dans l'histoire. Et on comprend que finalement, entre les ambitions qu'il avait et la réalité parisienne qu'il vit, c'est vraiment un grand fossé qui sépare ses rêves. Et c'est assez bien écrit. Bref, Cédric, il essaie de s'en sortir et d'essayer de progresser. Il a un ami qui s'appelle Simon avec lequel il aime bien sortir dans le Marais, notamment dans les bars parisiens qui sont gays. Alors Simon est un personnage qui est très drôle, qui est gay, qui profite un petit peu de la vie, qui enchaîne un petit peu les plans, etc. Ce qui n'est pas du tout le cas de Cédric, qui est un jeune homme hétérosexuel, mais leur amitié est assez touchante, même si on sent que Cédric est un petit peu blasé de son ami et qu'il tente un petit peu de s'en éloigner au fur et à mesure de l'histoire. Cédric, donc, comme je disais, qui a une vie de misère mais qui essaie de s'en sortir, on sent qu'il a un passé difficile qui refait surface de temps en temps. Au début du roman, on ne sait pas ce qui lui est arrivé, mais on sent que son passé est lourd. Et on le sent surtout lorsqu'il pense à une femme qui s'appelle Amélia, dont on ne connaît vraiment pas grand-chose, si ce n'est que cette femme l'a marqué. On ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, mais elle revient souvent sur le devant de la scène et on se pose beaucoup de questions par rapport à ça. Entre les projets d'ambition de Cédric, ses pensées envers cette mystérieuse Amélia et sa petite vie parisienne, on a un début de roman qui commence assez fort et où la psychologie est vraiment hyper importante.
Et un beau jour, Cédric il va passer devant une vitrine, devant une friperie, dans lequel il va entrer, il va se sentir attiré par ce lieu et il va tout simplement postuler à une offre de travail. Il va faire la connaissance d'une vendeuse qui s'appelle Sacha, une véritable petite pipelette qui est assez attachante. Et très vite, Cédric va rencontrer la directrice de cette friperie qui s'appelle Marion Muller. Marion Muller qui est une femme distinguée, chic, classe, qui a un accent qui est à mourir de rire et vraiment bien travaillé dans le roman et qui a ce petit côté mystérieux qui intrigue dans le roman et qui va du coup proposer à Cédric un contrat de travail. Évidemment, elle lui propose un CDD, il est habitué à ça, mais s'il arrive à faire ses preuves, il n'est pas impossible qu'il soit titularisé, qu'il obtienne un CDI au bout de quelques mois de période d'essai. Cédric se fait donc embaucher dans cette friperie de luxe. Il va apprendre un petit peu à côtoyer ces femmes qui viennent acheter ces vêtements de luxe du coup dans cette friperie. Et c'est vraiment très drôle, c'est vraiment très bien fait. Et petit à petit, le garçon va prendre ses marques et changer un petit peu justement son mode de vie en touchant un peu plus d'argent et en ayant la confiance de ses semblables. Jusqu'au jour où, grâce à ses résultats par rapport à ses ventes et par rapport à son côté classe et qui passe bien auprès de la gente féminine, il va se faire convoquer par sa directrice Marion Muller. Lui, dans sa tête, il s'imagine qu'il va se faire virer comme à chaque fois qu'il entame un CDD, ça se finit toujours un peu de la même façon. Il est prêt justement à se faire renvoyer, il attend les arguments, etc. Et en fait, pas du tout. Elle va lui faire une proposition assez spéciale. Elle va lui proposer quelque chose qui va radicalement changer sa vie du jour au lendemain. Elle va lui proposer une sorte de prostitution auprès de femmes aisées de Paris. Tout ça tenu dans le plus grand secret dans un hôtel qu'elle gère. Et si Cédric est un peu perturbé qu'elle lui fasse cette proposition au début, il va finir par accepter. Et petit à petit, il va se faire énormément d'argent au point que sa vie d'ambition, de rêve, de luxe qu'il rêvait au début du roman est sur le point de se réaliser, mais d'une façon qu'il n'aurait peut-être pas envisagée, et on se demande ce qui va lui arriver et qu'est-ce qui se cache derrière tout ça. Car comme je le disais au début du roman, Les Morts insignifiants, ça nous parle donc de prostitution, d'argent, d'ambition, de richesse, et c'est surtout un roman noir qui aborde des thèmes assez graves, notamment par rapport au passé de Cédric et par rapport à plusieurs autres intrigues futures dont je vous révèle rien pour l'instant. Mais en tout cas, voilà un petit résumé des Morts insignifiants. Et c'est vraiment super bien écrit, on entre tout de suite dans l'atmosphère du roman, c'est vraiment hyper prenant. C'est un roman qui est court, qui se lit vraiment très vite. Donc foncez si vous ne l'avez toujours pas lu, je vous le recommande à 100%. Maintenant, et comme d'habitude, vous le savez, je vais divulgacher l'intrigue. Donc si vous n'avez toujours pas lu Les Morts insignifiants de Gaëtan Ballester, je vous invite à cliquer directement sur la partie conclusion de cette vidéo ou à revenir sur cette vidéo une fois que vous l'aurez lu. Cédric accepte donc la proposition de Marion Muller, sa directrice, et il accepte de se prostituer de temps en temps avec des femmes que celle-ci lui propose de rencontrer à l'hôtel après un repas. Les règles sont bien strictes, il y a vraiment une façon de faire qui est obligatoire pour Cédric. Il suit vraiment les règles qui sont établies en amont par Marion Muller. Elle lui offre par exemple un iPhone dernier cri pour contacter ses clientes. Uniquement pour ça, il n'a pas le droit d'aller sur internet, de prendre de photos avec, etc. Et il doit cliquer sur sa boîte mail de son téléphone pour avoir une fiche de renseignement sur la future femme avec qui il va passer la soirée. Il a ainsi des informations sur elle et il sait un petit peu de quoi parler le soir au restaurant ou même pour finir la soirée avec elle. Il en sait plus sur la candidate, sa prétendante. Et une fois que c'est fait, le fichier est auto-détruit. Et c'est à ça que sert le téléphone et le rendez-vous. Bref, Cédric, il est très vite conditionné à cette nouvelle vie de prostitution, mais on sent que ce n'est pas la première fois, de toute façon, il le dit, que ça lui arrive de se prostituer. Quand il est arrivé à Paris au tout début et qu'il n'avait pas de logement, qu'il dormait dans la rue, etc., ça lui était déjà arrivé de coucher avec des inconnus pour avoir de l'argent. Donc c'est pas quelque chose de nouveau pour lui, même s'il a hésité à le faire, qu'il s'est demandé pourquoi Marion Muller lui proposait ça, il accepte quand même de jouer le jeu parce qu'il a envie de se faire de l'argent rapidement et de gravir les échelons. En plus, pour lui, ça paraît tout simple, il suffit juste de se pointer à un rendez-vous au restaurant, d'échanger avec la future cliente et si ça se passe bien, il a le droit ou non de finir avec elle dans sa chambre d'hôtel. Les deux peuvent refuser d'aller plus loin, il suffit juste de quitter la table du restaurant. Et si ça va plus loin, la femme qui est là au rendez-vous l'invite dans la chambre. C'est comme ça que ça se passe. C'est toujours la femme qui fait la proposition d'aller finir la soirée en chambre. Et en général, la femme l'attend là-bas. Ils montent dans la chambre d'hôtel, ils font ce qu'ils ont à faire. Et elle laisse à Cédric un petit écrin dans lequel se trouve une somme d'argent pour le remercier de ce moment.
Et si Cédric est parfois un petit peu dégoûté de coucher avec des femmes qui ne l'attirent pas, qui sont assez âgées, etc., il change très vite d'avis quand il découvre les montants qu'on lui laisse dans ses petits écrins, des sommes qui sont carrément colossales et qui vont changer son train de vie du jour au lendemain. Ses rêves d'ambition se réalisent. Marion Muller, elle est vraiment très fière de son travail à la boutique et de son travail le soir en tant que prostituée. Et grâce à tout cet argent qu'il se fait en couchant de gauche à droite, il peut imaginer un changement de cadre de vie et il se met à chercher un nouvel appartement, quelque chose de luxueux. Et même son ami Simon n'en revient pas, il se demande comment il fait pour toucher autant d'argent. Et c'est assez marrant à suivre. Marrant même si c'est glauque en fin de compte. C'est vrai que c'est très drôle, c'est bien écrit, c'est angoissant. Et on se dit aussi jusqu'où est prêt à aller l'être humain pour essayer de s'en sortir, pour essayer de devenir quelqu'un, entre guillemets. Et c'est vrai qu'on se dit, est-ce que nous, personnellement, on serait prêt à aller jusque-là, à se prostituer pour gagner des tonnes et des tonnes d'argent? C'est vraiment une des questions que soulève ce livre, mais pas que. On sent petit à petit, même si Cédric change un petit peu de cadre de vie, que son passé le rattrape. Il pense toujours à cette mystérieuse Amélia dont on ne sait pas grand-chose finalement. Et on découvre un petit peu plus son passé au fur et à mesure qu'il progresse dans l'intrigue. Cédric, c'est quelqu'un qui a vécu des drames quand il était enfant, des choses assez horribles. On comprend très vite que quand il était petit, il vivait dans une ferme avec son père et sa mère. Et malheureusement, quand il était petit et qu'il rentrait de l'école, je crois, si je dis pas de bêtises, il va retrouver son père dans la grange de la ferme qu'ils tiennent. Il va retrouver tout un tas de cochons qui se mettent à hurler, une truie qui était sur le point d'avoir ses bébés et qui a accouché en mourant. Il y a vraiment du sang partout. Cédric assiste à ça quand il est petit, comme je le disais. Et en fait, il va se rendre compte qu'à côté de cette truie qui est morte avec ses petits, il y a son propre père qui s'est suicidé, qui s'est tiré une balle dans la tête. Et c'est une vision d'horreur à laquelle il assiste quand il est gamin et qui va profondément le traumatiser à vie. C'est super bien écrit, c'est super glauque. Et en plus de ça, on comprend que l'impact est tellement fort pour la famille. Sa mère, du jour au lendemain, elle reporte la faute sur le petit Cédric. Pour elle, elle estime que c'est de sa faute si son mari s'est suicidé. Et en plus de ça, elle va se noyer dans l'alcool petit à petit. Et il va perdre vraiment les deux figures parentales qu'il avait, en plus de devoir vivre avec ce choc à vie. Et on comprend aussi, et surtout grâce aux paroles de ses parents, que Cédric, il ne veut pas devenir quelqu'un d'insignifiant. Il ne veut pas être un mort insignifiant comme l'a été son père. Il ne veut surtout pas finir comme ces gens, oui, qui ont une vie miséreuse dont on n'entend jamais parler, qui meurent dans l'indifférence générale. Lui, ce mot insignifiant qu'on lui a craché à la figure, notamment sa mère quand il était petit, il refuse de l'entendre, c'est quelque chose qui le choque, qui le met en colère. Il ne supporte vraiment pas d'être catalogué dans la catégorie des gens insignifiants. C'est pour ça qu'on comprend qu'il est comme ça aujourd'hui, qu'il est en mode ambition totale, qu'il veut être riche, qu'il veut être quelqu'un d'important. Il veut surtout pas être comme ses parents et il veut devenir quelqu'un. Et même si c'est hyper touchant, hyper bien écrit, qu'on a de la peine pour le petit Cédric et pour le Cédric adulte, on sent bien que le chemin qu'il parcourt et les choix qu'il fait ne sont pas les bons. Quand il se lance dans la prostitution, même s'il est heureux, qu'il gagne plein d'argent, on sent que la finalité au bout, elle ne sera pas bonne pour lui, qu'il y a anguille sous roche et que c'est pas quelque chose qu'il faut faire quand on veut devenir quelqu'un d'ambitieux et de riche. Et justement, on en arrive au moment où ça ne loupe pas, où Cédric, à un moment donné, va prendre du retard par rapport à un rendez-vous avec une femme avec qui il doit avoir une liaison. Il va prendre du retard parce qu'il visitait un appartement justement avec son ami Simon. Et en arrivant en retard à son date parisien, il va extrêmement mettre en colère la femme avec qui il a rendez-vous, qui s'appelle Gisèle. Gisèle qui est une femme assez âgée, qui est un petit peu hautaine, autoritaire, qui n'aime pas qu'on la prenne de haut et qui a tendance vraiment à insulter assez rapidement les gens autour d'elle. Quand Cédric arrive au restaurant pour la rencontrer, qu'il s'installe face à elle, il est en sueur, il dégouline et elle lui fait bien comprendre que son odeur la répugne. Elle ne comprend pas qu'il se soit pas fait plus beau, qu'il sente mauvais, qu'il soit arrivé en retard et elle lui fait très vite remarquer de façon désobligeante, ce qui va très vite agacer Cédric. Elle va quand même lui accorder une chance de coucher avec elle dans sa chambre. Il va du coup la retrouver quelques minutes plus tard, sauf que rien ne va se passer comme prévu. Alors que Gisèle attend Cédric dans la chambre, elle repense à son ancien mari, à la réputation qu'il lui a causée une fois qu'il est mort. Elle repense un petit peu à sa vie actuelle et à ce qu'elle est en train de faire ou ce qu'elle s'apprête à faire dans cette chambre d'hôtel. Et elle se dégoûte un petit peu elle-même et elle est encore en plus un petit peu énervée par rapport à Cédric et à son comportement, alors que le jeune homme, lui, est en train d'arriver dans la chambre d'hôtel et qu'il est dans la même situation. Il est énervé par rapport à cette femme qui lui a mal parlé, qui l'a mal considéré, qui lui a fait sentir qu'il était insignifiant, ce qu'il ne supporte pas. Et quand les deux vont se retrouver dans la chambre d'hôtel, au lieu de coucher ensemble et qu'elle lui laisse, comme d'habitude, comme le font toutes les femmes précédentes, de l'argent dans un petit coffret, ils vont carrément extérioriser ce qu'ils ressentent, c'est-à-dire de la colère, de l'amertume, etc.
et ça va tellement aller loin que Cédric va commencer à étrangler cette femme. Complètement choqué par ce qu'il est en train de faire, il s'arrête avant de la tuer justement et il s'en va. Il s'en va et il sait très bien qu'à partir de ce moment-là, sa vie est foutue. Il sait que Gisèle va en parler à sa directrice Marion Muller. Il sait clairement que pour lui, ce sera fini, son travail à la friperie, son travail par rapport à la prostitution. Tout ça, toute cette vie ambitieuse qu'il s'était imaginée, qu'il était en train de travailler peu à peu, s'écroule à cause de cet acte, à cause de cette violence dont il a fait preuve, et ça ne loupe pas. Car Gisèle, extrêmement choquée par ce qui vient de lui arriver et en colère, appelle Marion Muller pour lui faire part de ce qu'a fait Cédric. La directrice prend donc une décision radicale, elle licencie son employé et elle lui interdit de continuer du coup cette prostitution. Elle ne veut plus du tout entendre parler de lui et Cédric se retrouve du coup sans argent, sans rien du jour au lendemain. Il écume donc les bars, il se retrouve à boire à un comptoir, à faire un petit peu le point sur sa vie de misère. Il repense à Amélia, cette mystérieuse femme dont je vous parle depuis le début, et il repense à sa mère, et puis toute cette violence qu'il a en lui commence à remonter peu à peu à la surface, et lorsqu'il va quitter ce bar, il va croiser malheureusement Gisèle dans la rue, cette fameuse femme qui lui en a fait voir de toutes les couleurs et qu'il a failli étrangler. Il va la suivre jusqu'à chez elle dans les escaliers de son appartement, et là je divulgage beaucoup parce qu'on arrive à la fin de l'histoire, mais elle va se retourner dans les escaliers, choquée de voir ce jeune homme qui a essayé de l'étrangler. Et lui, pris de colère, il va repenser à son passé, à sa mère, à Amélia, etc. Il va prendre la décision radicale de la faire basculer par-dessus la rampe d'escalier, de la tuer. Il la pousse et Gisèle s'écrase au sol. Son cou est rompu, il vient de l'assassiner et on voit dans les yeux de Cédric qu'il est entièrement satisfait de ce qui vient d'arriver. Mais pire encore, on découvre que ce n'est pas la première fois que ça arrive, ce n'est pas la première fois que Cédric tue quelqu'un. En effet, on découvre grâce à la merveilleuse plume de l'auteur que Cédric avait croisé le chemin d'une prostituée qui s'appelait Amélia et qui travaillait au bois de Boulogne. Et Cédric était très énervé à ce moment-là lorsqu'il traversait la forêt. Alors je sais plus, il venait d'être viré d'un premier job quelques mois plus tôt. Et il repensait à sa mère justement à ce moment précis lorsqu'il traversait la forêt, lorsqu'il est tombé justement sur cette fameuse Amélia, une prostituée qui s'est mise à le suivre. Elle pensait qu'il l'emmenait dans un endroit pour coucher avec elle, et pas du tout. Lui, il traversait juste la forêt, il était énervé, et il était vraiment agacé que cette femme la suive. Et lorsqu'il se retourne, lorsqu'il découvre cette fameuse Amélia, il va tout simplement la tuer, il va l'égorger au couteau. Et là, on est vraiment face à une scène horrible. On comprend que cette fameuse Amélia qui l'obsède tant, c'est cette fameuse femme qu'il a tuée, la première femme qu'il a tuée. Et lorsqu'il a tué cette pauvre prostituée qui n'avait rien demandé, elle avait tellement de compassion, d'horreur et de tristesse dans son regard que ça a choqué Cédric, ça l'a marqué. Et en même temps, il a lu dans ses yeux, dans les yeux d'Amélia, une certaine admiration. Il s'est senti fort rien qu'avec son regard au moment où elle mourait. Et c'est pour ça que son regard ne l'a jamais lâché et qu'il pense régulièrement à Amélia. Et lorsqu'il tue Gisèle dans les escaliers plusieurs mois après pour se venger, il revoit les yeux d'Amélia justement quand il la tue. Et tout se met petit à petit en place, on comprend mieux du coup le personnage de Cédric. Et du coup, on va pas se mentir, hein, Cédric, qui est un super personnage, est carrément un psychopathe. Pour moi, en tout cas, il n'y a pas d'autre mot. Il m'a clairement fait penser au personnage principal de la série You sur Netflix. C'est exactement la même chose pour moi. Même si, comparé au personnage de cette série, Cédric est un petit peu plus nuancé. On en apprend quand même beaucoup plus sur son passé. Et je trouve qu'il y a plus de travail, de profondeur dans le personnage du livre des Morts Insignifiants que dans la série You. Bref, ça c'était pour la petite comparaison. Mais en tout cas, on comprend mieux la noirceur de Cédric. Et même si on avait de la peine pour lui, qu'on aimait bien ce personnage, même quand il se prostituait, le fait qu'on découvre que c'est un tueur en série, ça nous refroidit. À la fin de la lecture, on s'est dit « Ah ouais, ce personnage est vraiment torturé, vraiment angoissant. Il mérite juste d'être attrapé et de finir sa vie en prison. » En tout cas pour ma part. Et à la fin du roman, parce qu'on est dans un roman noir encore une fois, on comprend que Cédric ne va pas payer pour le meurtre d'Amélia. L'auteur nous fait comprendre que les prostituées, les meurtres de prostituées n'intéressent pas grand monde dans la presse, pas même dans la télévision. Cédric regarde souvent la télévision, les journaux locaux pour voir si on parle de la mort d'Amélia. Et c'est un sujet qui est très vite tombé aux oubliettes. Personne ne s'intéresse au meurtre de cette prostituée. Et concernant le meurtre de Gisèle, comme c'était une femme qui avait une tendance suicidaire depuis la mort de son mari, qui avait une réputation assez horrible de la part des gens, les gens pensent tout simplement qu'elle s'est suicidée. Et les marques au cou qu'elle avait à cause de Cédric quand il a essayé de l'agresser
comme elles ont été faites avant le meurtre, bien avant. Du coup, même s'il y avait une enquête ou un médecin légiste qui essaierait de découvrir ce qui s'est passé, les preuves feraient qu'elle n'est pas morte par rapport à ça, ce qui disculperait du coup Cédric sans problème. Mais on comprend très vite aussi que pour Marion Muller, qui dirige du coup la friperie et toute cette institution de prostitution, ce n'est pas dans son intérêt que cette histoire avec Gisèle fasse grand bruit. Et on se doute un petit peu qu'avec tout l'argent qu'elle a, elle aussi, elle essaye d'étouffer l'affaire pour pas que ça retombe sur elle et que les enquêtes menées par rapport au meurtre de Gisèle ne remontent jusqu'à son service d'escorte et de prostitution. Donc c'est tout bénef pour Cédric, il s'en tire bien par rapport à ces deux meurtres. Cédric continue donc sa petite vie miséreuse dans son misérable appartement parisien et qui à la fin du roman, dans les dernières pages, arrive à décrocher un job de serveur dans un restaurant ou dans un bar. Et il se fait embaucher et à la fin du roman, il rencontre une femme qui est toute seule au restaurant à sa table. Il va sympathiser avec elle, il va jouer un petit peu de son charme et ça va marcher. Et il va lui proposer de la raccompagner chez elle à la fin de son service. La jeune femme, terriblement naïve et sous le charme de Cédric, accepte qu'il la raccompagne jusqu'à chez elle. Et lorsqu'ils sont en train de parler dans la rue et que Cédric la suit, il repense à Amélia, il repense à Gisèle, il repense probablement à sa mère. Et on sent à la fin, dans les toutes dernières lignes, qu'il est sur le point, encore une fois, de commettre un nouveau meurtre. Et c'est comme ça que se finit le roman noir de Gaëtan Ballester, Les Morts Insignifiants. Ma conclusion, Les Morts Insignifiants de Gaëtan Ballester, alias Lecture Obscure sur Instagram, est un super roman. C'est vraiment un roman coup de cœur de ce début d'année 2022. J'ai passé un super moment, c'est vraiment hyper bien écrit, c'est hyper noir, hyper angoissant, les personnages sont hyper bien travaillés et il y a vraiment une réflexion sur la vie parisienne, sur la vie en elle-même et ce qu'elle propose aux gens qui essaient de s'en sortir avec des petits moyens. Et tout ce fil conducteur par rapport au personnage de Cédric dans l'intrigue, son évolution, son passé, c'est vraiment bien agencé dans le roman. Chaque chapitre est court et vraiment puissant. On passe vraiment un super moment. Si vous aimez les romans noirs, si vous aimez tout ce qui est psychologique, ce petit roman, il est fait pour vous. Encore une fois, je vous rappelle qu'il parle de prostitution, d'ambition. C'est un roman noir, il y a vraiment des sujets graves dans ce roman. Donc à prendre avec des pincettes, ce n'est pas un roman qui est adressé aux jeunes personnes, je dirais même qu'il est conseillé à partir de 18 ans ou peut-être 16 ans, j'en sais rien, mais en tout cas ce n'est pas pour un public adolescent ou enfant. On est vraiment dans un roman adulte, hyper prenant, hyper noir et à la psychologie hyper intense. Donc un vrai coup de cœur pour ce début d'année, je vous le conseille à 100%. Pour conclure une dernière fois, même si je l'ai déjà dit, que ce soit l'intérieur du roman, la couverture, la quatrième de couverture, la mise en page ou l'histoire en elle-même, on a vraiment affaire à un premier roman de haute voltige. C'est vraiment un super premier roman, donc félicitations à l'auteur. J'ai hâte de découvrir ses prochains ouvrages parce que ça promet du haut niveau. Et vous alors, est-ce que vous avez lu Les Morts Insignifiants de Gaëtan Ballester? Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans un petit commentaire en dessous de cette vidéo, à lâcher un petit pouce bleu si celle-ci vous a plu, et bien sûr à vous abonner à ma chaîne littéraire pour ne pas manquer mes autres critiques littéraires à venir. À ce sujet, dans la prochaine vidéo livresque, je vais vous parler d'un roman culte, puisqu'on va parler du roman Harry Potter à l'école des sorciers de J.K. Rowling, en version illustrée cette fois. Donc soyez au rendez-vous, je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous. Ciao!